Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Clickstick. Alors aujourd'hui on va parler littérature et en particulier de Star Wars car on va rentrer dans une nouvelle époque, celle de la Haute République. Cette vidéo sera donc découpée en plusieurs parties. Une partie sans spoil où je vais donner vraiment mon avis général sur toutes les œuvres et une partie avec spoil et théorie où je vais rentrer plus profondément dans l'histoire pour vous l'expliquer, vous la résumer et permettre de mieux comprendre du coup cette époque. Et je terminerai enfin par mon appréciation globale sur cette nouvelle époque. Les supports dont je vais parler aujourd'hui, il s'agit de deux romans, les deux premiers romans sur la Haute République sortis en France. Il s'agit donc de La Lumière des Jedi et En pleines ténèbres, et ainsi qu'un comics, le premier comics sorti également en France. Autant commencer directement par le premier roman, La Lumière des Jedi, qui ouvre cette période de la Haute République. Alors, où se situe en fait cette période? Il faut savoir qu'elle se situe environ 200 ans avant l'épisode 1, donc c'est une toute nouvelle période qui s'ouvre, et c'est ça qui est très intéressant parce que Star Wars n'a pas non plus une foultitude de périodes, c'est pas comme si ça s'ouvrait toutes les 15 jours. Nous avons évidemment une période par trilogie. Donc on a la trilogie originale, nous avons eu la prélogie qui se passait une trentaine d'années plus tôt, donc avec du coup épisode 1, 2 et 3, ça a ouvert du coup Clone Wars et compagnie, et nous avons donc la postlogie, épisode 7, 8, 9, qui vient conclure un petit peu toute la saga Skywalker. Maintenant, si on regroupe également les histoires Legend, nous avons également la période de l'Ancienne République, qui se passe quelques 4000 ans plus tôt, donc surtout résumé dans des jeux en fait, que ce soit Star Wars The Old Republic ou Knights of the Old Republic. Et nous avons également dans les romans une période qui est héritage, je crois, qui se passe quelques 100 ou 200 ans dans le futur, sous forme de comics, avec pareil l'héritier des Skywalker. Mais c'est également une partie Legend, donc on va pas trop s'attarder dessus. Donc la nouvelle période, la Haute République, nous sommes à la période où les Jedi sont à leur apogée, la République est à son apogée, la galaxie est en pleine expansion, enfin du moins la République est en pleine expansion, elle étend sa lumière à travers tous les systèmes. Les Jedi en eux-mêmes sont nombreux, sont lumineux, très puissants. Ils ont l'air davantage encore puissants que ce qu'on pouvait entrevoir des Jedi dans la prélogie. Alors, de quoi parle exactement le premier livre? Donc La Lumière des Jedi, comme je l'ai dit, ouvre cette période, mais pas seulement, et c'est ça qui est assez extraordinaire, je dirais que La Lumière des Jedi ouvre Star Wars tout court. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaîtrait pas Star Wars pourrait commencer par La Lumière des Jedi et démarrer et s'infiltrer dans l'univers Star Wars par là. Je dis ça parce que quand j'ai lu les premières pages, les premiers chapitres, j'ai eu vraiment cette impression de présentation de base. Qu'est-ce que c'est que la République? Qu'est-ce que c'est qu'un Jedi? Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce que c'est qu'un sabre laser? Toutes les bases en fait sont apportées petit à petit, et comme on est dans une nouvelle époque, on n'a aucun besoin d'accroche au reste de l'univers. On n'a pas besoin de savoir que y a l'Empire qui est là-bas, tel personnage, là. Non, on démarre quelque chose de neuf. Donc tout est concentré dans ce livre, et il n'y a rien besoin de savoir à côté. On peut s'en contenter et très bien le comprendre. Alors bien sûr, quelques petites subtilités quand même qui font que l'univers sera un peu plus compréhensible et cohérent si on maîtrise déjà Star Wars, mais il est complètement compréhensible tel quel, et ça c'est formidable d'avoir créé une nouvelle porte d'entrée dans Star Wars, toute nouvelle. Et c'est suffisamment rare vraiment pour le notifier. Mais quel est le speech de base? Eh bien, le speech de base, c'est qu'on entend toujours parler de cette histoire de grande catastrophe. De grande catastrophe liée à l'hyperespace qui va en gros gêner les voyages hyperspatiaux, qui vont provoquer des choses très dangereuses à travers toute la galaxie. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et le point de départ, il est là. Et le livre commence dans sa première partie, donc il est divisé en 3 parties. Il nous emmène directement au cœur de cette grande catastrophe de manière phénoménale.
on est captivé par les chapitres qui nous happent comme une espèce de compte à rebours qui est de chapitre en chapitre jusqu'à quelque chose, on ne sait pas quoi, jusqu'à y arriver. Toute cette grande catastrophe qui s'ouvre dans son... C'est quelque chose d'assez énorme, c'est tout un système stellaire qui est menacé, avec tous les Jedi qui viennent en aide, enfin, beaucoup de Jedi qui viennent en aide dans la mesure du possible pour essayer de contrer cette grande catastrophe. Donc on a vraiment une première partie qui est extrêmement dynamique, qui va présenter énormément de personnages, beaucoup de personnages, presque trop. On va dire que la première partie se divise en plusieurs sous-trames qui vont chacune te dévoiler certains personnages. Mais faut pas oublier que La Lumière des Jedi est un livre socle à toute une période. Donc même s'il y a des personnages qui sont, on va dire, secondaires, peut-être qu'ils vont réapparaître plus tard dans la Haute République. Alors ça aussi, toute la dimension tragique de cette catastrophe est parfaitement retranscrite dans le livre. Parfaitement retranscrite, c'est mieux. En fait, l'auteur se permet de vraiment détailler tous les personnages, même les petits personnages secondaires qu'on va voir pendant une page, il va leur écrire une petite histoire, un petit background qui fait que quand il leur arrive quelque chose, quand il y a des drames qui surviennent, on est directement impacté parce que ce n'est pas un PNJ lambda, donc d'où on s'en fout. On connaît, c'est comme si on était un petit peu plus dans l'intimité de ces personnes, ce qui permet de davantage souffrir de leur disparition ou des événements qui surgissent. En personnage, je ne vais en citer juste une petite poignée. On a notamment Lina So, qui est la chancelière suprême de la République à cette époque-là, qui est vraiment un personnage qui est... on sent que c'est la grande chancelière, quoi. Elle a des grands projets pour la galaxie, elle est bourrée d'idées, et elle pense uniquement au bien de la galaxie et à renforcer les liens avec la bordure extérieure et tous ces mondes un petit peu isolés et perdus et abandonnés qu'elle veut regrouper petit à petit dans la République. Niveau Jedi, je l'ai dit, il y a une pléthore de nouveaux personnages, donc je ne vais pas tous les détailler, mais on peut citer notamment Avar Kriss, qui est une des Jedi principales, extrêmement puissante, avec son comparse qui est Elzar Mann. Elzar Mann qui est une sorte de Jedi un petit peu anticonformiste, un petit peu à la Qui-Gon Jinn, à penser un petit peu différemment du Conseil, à vouloir faire des expériences à travers la Force. Bref, c'est toujours quand même un Jedi très puissant. Nous avons d'autres Jedi comme Loden Griddstorm, qui est un Twi'lek, et son padawan Bel Zetifar, qui sont également des persos principaux d'une des trames. Et niveau non Jedi, on peut citer éventuellement Keventar, qui est un humain non Jedi, mais c'est un génie, c'est un petit génie en tout, en mécanique, etc. Et il va grandement aider à l'enquête durant la grande catastrophe. Mais je ne vais rien dire de plus niveau personnage, il y en a beaucoup d'autres Jedi, pas mal d'autres personnages secondaires, et bien sûr les méchants, dont je ne dirai rien ici. Alors aussi, chose importante dans La Lumière des Jedi, c'est évidemment l'ouverture prévue d'une grande station spatiale, une immense station spatiale qui s'appelle le Flambeau Stellaire, qui est censée... elle a plein de rôles en fait, elle est censée, donc déjà elle se pose au milieu de la bordure extérieure, elle doit servir de relais de communication, de station humanitaire, de stations médicales, de temples annexes Jedi, beaucoup de Jedi à bord, pour pouvoir faire des missions un peu plus proches, de centres culturels pour présenter les différentes cultures de la bordure en un seul lieu. Bref, c'est censé vraiment être une station qui porte la lumière de la République au sein de la bordure, et c'est un des grands projets de la chancelière Lina So. Et son projet, c'est même d'en créer plusieurs dans la galaxie. Passé cette première partie, nous entrons dans une deuxième partie qui est disons, le cœur du roman, qui est la plus grande aussi, mais que je retrouverai en tant que ventre mou du roman, parce que c'est la partie qui a le moins d'action, mais où on développe l'histoire, où on va développer notamment les antagonistes. Je ne vais pas trop le dévoiler là-dessus, je vous laisse le découvrir.
pendant une bonne moitié des chapitres qui est quand même consacrée à ça. L'autre moitié qui est plus consacrée, on va dire, à 2 trames principales, une sorte d'enquête et une autre où on va suivre d'autres Jedi sur une autre planète. Et enfin, on va conclure par un 3e acte, à nouveau explosif, qui va nous maintenir en haleine pour conclure ce livre. Conclure tout en laissant grand les portes pour la suite de l'histoire, car La Lumière des Jedi n'est pas un livre fini, mais le premier volume d'une saga qui s'ouvre, et on sent bien qu'on a ouvert grand les portes à cette période, et à tout plein d'événements, tous ces personnages, toute cette galaxie riche et plein de choses qui peuvent se passer encore à cette époque. Et on a ouvert grand les portes vers ça, et on a envie de s'y précipiter, et c'est là la force de ce livre, c'est que vraiment, c'est une excellente introduction. Je ne vais pas trop rentrer davantage dans les détails, pour ça on verra ça dans la partie spoiler. Je vais donc parler du 2e roman qui est En pleine ténèbres. En pleine ténèbres qui est un petit peu particulier puisqu'il a plusieurs temporalités, disons qu'il en a 2, mais surtout une principale. Donc le principal qui se déroule plus ou moins en parallèle de La Lumière des Jedi, oui on peut dire que ça se passe en même temps, et un tout petit peu après, c'est un petit décalage on va dire, et une trame secondaire, très secondaire, qui se passe 25 ans plus tôt, qui sert juste à renforcer le background de 2 personnages. En pleine ténèbres se concentre principalement autour d'un groupe de 4 Jedi, donc nous avons l'apprenti Rez Silas, ainsi que Desridan, Orla Jareni et Comac Vitus. Ces 4-là, ainsi que des personnages secondaires qui les accompagnent, des pilotes d'un cargo, donc qui s'appellent Afi et Leox, ainsi qu'un copilote qui est un rocher, qui s'appelle Géode, un personnage rocher, ouais, c'était assez amusant. Il parle pas beaucoup, apparemment les autres pilotes le comprennent, mais pour tout le monde c'est juste un rocher. C'est assez drôle. Bref, En pleine ténèbres du coup présente une autre histoire que j'ai trouvée déjà un petit peu moins intéressante quand même que La Lumière des Jedi. L'histoire est en quelque sorte, elle est presque fermée. C'est-à-dire que le roman se suffit à lui-même. Il en trouve après à peine des portes, mais il les ouvre pas en grand pour des suites. C'est-à-dire qu'il lance des pistes, mais rien ne dit que ça va être repris plus tard. Je pense qu'il y aura des choses qui seront reprises plus tard quand même, je l'espère. Mais c'est laissé un petit peu en suspens, on ne sait pas trop. Donc le livre est de Claudia Gray, donc qui est, pour ceux qui la connaissent, une grande auteure de Star Wars qui a notamment pondu parmi les meilleurs livres d'avis de fans. Personnellement, celui-là, je ne trouve pas que c'est son meilleur livre, loin de là. Je pense même que c'est peut-être un de ses moins bons. J'ai trouvé le rythme, surtout en première partie, relativement lent et poussif. Et on se prend vraiment à être captivé par l'histoire à partir seulement de la 2e moitié du roman, où là vraiment j'ai été happé et je l'ai fini beaucoup plus rapidement. Enfin, je vais parler très rapidement du comics. Comics qui est donc un mini-comics, comme vous pouvez le voir, avec une couverture un petit peu plus fine. Il regroupe 2 issues, donc 2 issues seulement sur les 6 prévus pour la Haute République. Pour l'instant, en France, ça sort donc sous ce forme de petit format regroupant 2 issues. Il y en aura 3 pour, si vous voulez, les acheter au fur et à mesure. Mais si vous voulez acheter directement l'intégrale de 6 issues, donc qui fera, par exemple, comme ce comics-là, cette épaisseur, vous voyez la différence, n'est-ce pas? Qui regroupera directement donc l'équivalent des 3 petits, il faudra attendre la fin d'année 2021. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce comics? On va suivre en fait le personnage de Keeve Trennis ainsi que de son maître qui est Skrir, qu'on retrouve également dans La Lumière des Jedi. On a également la présence d'Avar Kriss et de quelques autres personnages également plutôt secondaires pour l'instant. C'est un début d'histoire,
c'est que 2 issues, donc ça va extrêmement vite à lire. Et j'attends la suite. C'est pas mal, c'est franchement intéressant. Ça amène vers une piste, je pense, qui va être très très cool. Mais je ne vais pas non plus le détailler ici. Haha, vous voudriez savoir, hein. Bah lisez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, je vais parler très très brièvement d'une épreuve de courage qui est un roman jeunesse publié chez la Bibliothèque Verte, qui est sorti également en France. Je ne l'ai pas lu non plus. Mais néanmoins, pour cette petite critique, j'ai quand même été me renseigner un petit peu auparavant, voir quelques petites critiques dessus. Alors apparemment, le scénar en soi de l'histoire n'est pas oufissime et elle est un petit peu isolée, c'est-à-dire que ça se passe dans la Haute République, mais les liens avec cette période sont relativement minces, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre avec ce bouquin à avoir de nouvelles informations qui vont enrichir cet univers comme on aimerait bien en avoir. Le socle, le vrai socle, ça reste la lumière des Jedi, et ça c'est la base. Mais du coup, ce petit roman jeunesse ne va pas apporter grand chose. Même s'il ne faut pas non plus le dénigrer, apparemment il reste quand même plaisant à lire, notamment autour de son trio de personnages de tête qui a l'air bien écrit et très intéressant. Et également pour un roman jeunesse, il paraît qu'il est relativement sombre, voire violent, ce qui pourrait être peut-être choquant pour des jeunes lecteurs, et pourtant il est quand même classé jeunesse. Donc comme quoi, de toute façon, c'est pas parce qu'il est jeunesse qu'il n'est pas accessible aux adultes. Il y a d'excellents Star Wars classifiés en jeunesse et qui sont parmi les tops dans les livres, vraiment à lire. Et je pense encore une fois à L'Étoile perdue de Claudia Gray, qui est classifié jeunesse et pourtant peut-être mon livre préféré de Star Wars. Donc à ne pas dénigrer non plus. Personnellement, si je ne le prends pas, si je ne vais pas faire la connexion Bibliothèque Verte, c'est uniquement par manque de place. Peut-être plus tard, si j'ai des nouvelles étagères, j'ai de la place, je prendrai l'intégrale. Et la Haute République, l'époque m'intéresse, je vais en prendre, je vais continuer la série, mais je vais essayer de limiter un petit peu et de ne pas prendre 100%, quoi. Sinon j'y arriverai jamais. Allez, passons donc un petit peu à la partie spoiler. Alors si vous regardez cette partie-là, qui va être peut-être un petit peu plus longue, c'est que je considère que vous avez lu les romans ou comics, ou que vous vous en foutez d'expoil, et ce qui vous intéresse c'est d'avoir les résumés, pour ne pas avoir besoin de les lire, mais vous tenir quand même au courant de ce qui se passe. Alors je vais commencer du coup par résumer la lumière des Jedi. La lumière des Jedi est le socle de toute cette période. S'il faut lire un livre pour entamer la période, c'est celui-là. Ne lisez pas un autre avant. Vraiment, même si, j'ai même envie de vous dire, si la période vous intéresse moyen, ou si vous voulez juste tester, voir ce que c'est la lumière des Jedi qu'il vous faut. Tout simplement, je ne dirai rien d'autre. C'est la base, et c'est une excellente base. Donc revenons un peu plus sur l'histoire de cette grande catastrophe. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça part d'un vaisseau dans l'hyperespace, le Legacy Run, qui est une espèce d'immense cargo de transport, et qui transporte en l'occurrence des passagers. On peut imaginer ça comme la version Star Wars d'un immense porte-conteneurs, dont on pourrait faire des conteneurs ou des modules de ce qu'on a envie, et là en l'occurrence c'était des passagers. Il se trouve que sur sa route hyperspatiale, bizarrement, et c'est impossible normalement, il croise un objet et il s'impacte dessus et du coup il est détruit. Il est détruit en plein hyperespace. Du coup ces débris continuent de voyager dans l'hyperespace et vont sortir à certains moments, et ça va être le début de cette première partie. Ils vont sortir dans le système Edsal. Donc on a des débris qui voyagent quasiment à la vitesse de la lumière, comme c'est décrit, qui menacent ce système. Et vous en doutez bien, un truc qui voyage à la vitesse de la lumière, s'il y a quelque chose sur le passage, ça le démolit. Donc le système est un peu désemparé, c'est un système agricole, pacifiste, c'est juste des colonies avec des champs et des fleurs, c'est magnifique, mais ils n'ont pas vraiment de système de défense ou quoi que ce soit. Heureusement, des Jedi qui étaient pas très loin, dirigés par Avar Kriss, reçoivent l'appel de détresse et rejoignent le système pour entrer dans cette
grande catastrophe et essayer de intercepter tous ces débris et de les empêcher de se cracher sur des stations, des planètes, des vaisseaux. Donc c'est là qu'on va suivre plusieurs trames. Alors, ce sera un petit peu long de tout vous détailler, mais on a Avar Kriss, en gros, qui sert de coordinatrice Jedi. Alors elle, sa capacité, c'est un petit peu de ressentir la force comme un chant. Donc imaginez une musique qui l'englobe comme une symphonie, peut-être avec tous les Jedi qui sont des notes à l'intérieur, tous les êtres vivants qui sont des accords, et elle va jouer avec ça, elle va les comprendre et essayer de coordonner tout le monde. C'est comme si elle faisait une télépathie mentale avec tous les Jedi à la fois pour les coordonner. Donc vous vous doutez bien, c'est quand même un pouvoir over puissant, quoi. Elle est très très forte. Les Jedi, pendant ce temps-là, eux, leur objectif, c'est de du coup, d'arrêter tous les débris, de les démolir, de les intercepter, en se rendant compte que certains débris sont des conteneurs avec des passagers. Dans ce cas-là, du coup, l'objectif est d'essayer de les sauver. Car on est dans la période vraiment lumineuse de la République où chaque vie compte. Ils font des efforts colossaux pour 20 personnes, quand des milliards sont menacés. Même pour 20, ils font des efforts. Voilà, donc toute cette première partie, elle tente à une espèce de compte à rebours en nombre de minutes avant impact. Et en fait, il s'agit d'un des débris qui est une espèce de réservoir de Tibanna, un carburant explosif qui se dirige vers une des étoiles du système et qui menace du coup, s'il atteint l'étoile, de faire exploser quasiment l'étoile et qui menacerait, ça détruirait tout le système, quoi. Donc là encore, il y a une histoire de coordination entre tous les Jedi pour essayer à distance de dévier l'objet qui voyage à la vitesse de la lumière pour qu'il parte et qu'il se dévie de l'étoile pour que ça n'explose pas. Vous devinez, ils réussissent, même si c'était un gros effort pour les Jedi, il y en a qui en meurent tellement c'est difficile, ou parce qu'ils étaient à bord de vaisseaux et du coup ils sont déconcentrés et du coup ils partent en vrille et boum, voilà. En tout cas, ça permet d'introduire plusieurs personnages et ça lance du coup la deuxième partie. La deuxième partie, on va découvrir donc notamment la chancelière, Lina So, dont son objectif du coup est de résoudre cette crise. Pourquoi la grande catastrophe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on se rend compte que du coup, cette histoire n'est pas terminée parce que des débris continuent de sortir ça et là de l'hyperespace. On appelle ça des émergences. Et ces émergences, c'est toujours encore et toujours des bolides voyageant pratiquement à la vitesse de la lumière et qui menacent des systèmes. Alors j'ai fait un petit calcul, parce que je me suis dit, mais pourquoi un objet menacerait carrément de destruction des planètes quand c'est juste des débris de vaisseaux? Et j'ai fait un petit calcul. Je suis parti de l'hypothèse déjà, dans la réalité, dans notre monde réel, si on a un astéroïde de la taille d'une voiture qui voyage dans l'espace à environ 30 000 km/h, un peu plus s'il subit une catapulte gravitationnelle, quand il tombe sur Terre sous forme de météore, à l'impact, il va avoir une puissance équivalente plus ou moins à une bombe nucléaire. Bah, la taille d'une voiture, 30 000 km/h. Et je me suis dit, ok, alors partons de ça, mais le point de détail ultra important dans le livre, c'est leur vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et en fait, ça change tout. Ça change tout. Je suis parti d'un calcul pour faire l'énergie cinétique de ces objets. S'ils voyageaient, on va dire, à 200 000 km/s, donc les 2/3 de la vitesse de la lumière, je vous passe les détails des calculs, mais grosso modo, en gardant un objet de la taille d'une voiture, de poids similaire, on aurait une puissance énergétique à l'impact de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de fois plus puissante. Et là, tu comprends. Tu te dis, ah oui, du coup, oui, ça peut peut-être détruire des planètes. Ok. Voilà, c'était juste la parenthèse physique, crédibilité de l'affaire. D'accord. Même si, attention, Star Wars n'est absolument pas un univers physique crédible, c'est de la science-fiction, il y a des tas de choses absolument pas crédibles scientifiquement, et on n'est jamais là pour s'attarder dessus. Mais là, je sais pas, j'avais envie de faire ce petit calcul, et ça reste crédible, en fait, ça marche très bien. Donc ok, pas de souci. Donc je continue.
Donc la partie 2, ce qui est très important, c'est qu'on va vous présenter les antagonistes principaux, les Nihil. Les Nihil sont des pirates, en quelque sorte, hein. C'est ça, c'est des pirates, des pillards, sans foi ni loi, qui recherchent le profit avant tout, qui n'hésitent pas à tuer pour cela, à demander des rançons. Tant qu'ils peuvent y avoir du profit, ils peuvent être sans pitié. Alors ils ont des habits un petit peu disparates, des espèces d'amoncellement d'armure, ils ont des masques un petit peu effrayants, souvent des peintures bleues faites de 3 traits ou d'éclairs. Ils ont d'ailleurs tout un système hiérarchique basé sur des noms autour de la tempête. Donc on a les premiers, le soldat standard, c'est la foudre. Après quand tu as plusieurs foudres qui s'assemblent, ça s'appelle un nuage, le premier groupe. Les nuages se regroupent en orages, qui sont déjà des groupes plus imposants, plus costauds. Et ces orages se regroupent en tempêtes, et il y a 3 tempêtes dirigées par 3 maîtres tempêtes. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est pas grave. Il y a Kassav en tout cas qui est parmi eux. Donc les 3 maîtres tempêtes sont vraiment les chefs des Nihil, c'est eux qui décident. Mais il y a un 4e individu qui est Marchian Ro, qui est appelé l'œil, et lui en fait il va apporter ce qu'il y a de spécifique aux Nihil, c'est-à-dire leur mode de déplacement par les sentiers. Et c'est là le cœur du sujet. Ces sentiers, ce sont des voies hyperspatiales alternatives, des sortes de petits bypass à travers l'hyperespace, des voies inconnues, des voies peut-être plus rapides, plus dangereuses, qu'on n'emprunte pas habituellement parce que plutôt instables, peut-être temporaires. Mais elles sont calculées en tout cas par quelqu'un que Marchian Ro retient en captivité en secret, qui est Mari Santeka. Oui, le clan Santeka, oui, celui qu'on entend parler dans l'épisode 7. Et savoir que le clan Santeka, à l'époque de la Haute République, c'est un peu eux qui... ce sont les explorateurs en fait, de l'hyperespace, c'est eux qui vont découvrir de nouvelles voies, qui vont envoyer des vaisseaux, et voilà, parce que des voies hyperspatiales, ça n'est pas comme ça, il faut bien les découvrir à la base, dire tiens, telle voie elle est stable, cette voie elle est bien pour aller de tel point à tel autre. Et c'est un peu les Santeka qui se chargent ça. Et Mari Santeka, c'est une vieille femme, très vieille, maintenue dans un cocon, enfin une sorte de coque de survie, parce qu'elle a plus de 100 ans en fait. Et sans ça, on sait bien qu'elle mourrait. Elle est un peu sénile, elle est un peu naïve, c'est un peu une vieille gamine. Et elle fait ça, elle fait ses calculs de voies hyperspatiales, de ses sentiers, presque pour s'amuser. Pour elle, alors on ne sait pas comment elle fait. Elle est plus efficace que des navidroïdes, mais elle y arrive. Elle calcule des sentiers, elle les fournit à Marchian Ro, et Marchian Ro les fournit au maître de tempête, que du coup, les Nihil peuvent voyager comme ça sur des chemins secrets dans l'hyperespace et être rudement efficaces. Alors, qu'est-ce que je dois en penser personnellement des Nihil? Je suis un peu partagé, je suis un peu mitigé. À la fois, il y a de la très bonne idée. Ces sentiers, c'est très cool. Les capacités des Nihil, leur façon de se battre, vraiment très sans foi ni loi en fait. Hein. À la fois, dans leur design, dans leur façon d'être, ça m'a un peu fait penser beaucoup aux pillards à la Mad Max, mais vraiment. C'est-à-dire, leurs vaisseaux, c'est des patchwork de vaisseaux. Dans Mad Max, les véhicules, c'est des patchwork de véhicules. Les gars sont grimés avec des masques et des trucs, un peu comme les Nihil. C'est des pillards sans foi ni loi qui tuent. Voilà, pour moi, les Nihil, c'est les pillards de Mad Max. Très très proche. En ça, à ce niveau-là d'originalité, le fait que j'ai pu faire ce parallèle, moi ça me dérange. Ça veut dire, ah, c'est dommage. C'est pas hyper original si j'ai réussi à faire ce parallèle. Et d'un côté, oui, c'est original, parce que dans Star Wars, les groupes pirates sont assez rarement décrits, on en a, mais rarement avec autant de précision, avec autant de détails dans la structure, dans la façon dont ils s'organisent, dans leur rite, dans leur... Il y a plein de choses décrites dans les Nihil qui sont très très cool, qui sont bien détaillées, ça c'est vraiment sympa. Donc pour ça, oui, le côté original apporté, il est très très bon. Mais en fait, c'est surtout la fin du livre qui m'a fait remonter vraiment mon estime pour les Nihil. C'est la 3e partie en fait.
mais je vais y revenir plus tard. Je finis avec la deuxième. Donc la deuxième, on présente déjà les Nihil. Sur une bonne moitié des chapitres, on est concentré autour d'eux. L'autre moitié, on est divisé en deux trames. Donc on a Avar et Elzarman. Donc on comprend quand même que ces deux-là sont très très proches. Ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont été Padawan ensemble quasiment tout le temps. Et même à la fin du livre, on comprend quand même que finalement, entre deux, il y a eu une petite amourette à un moment donné dans leur histoire de Padawan, hein, quand ils étaient ados, très probablement, juste avant de devenir chevalier Jedi, et qu'au moment où ils ont fait leur vœu de chevalier Jedi, qu'ils ont accédé à ce rang, ils ont dû mettre vraiment un terme à cette relation d'amourette entre eux, parce qu'évidemment c'est pas autorisé. Enfin, ce qui peut être toléré en tant qu'apprenti ne peut plus l'être du tout quand tu es chevalier Jedi. Donc ces deux-là sont très très proches et ils vont enquêter du coup pourquoi la grande catastrophe. C'est pour ça qu'ils vont notamment aller voir les San Tekka pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'hyperespace, comment ça fonctionne, pourquoi. C'est pour ça qu'ils vont se rapprocher de ce petit génie là, Keventar, qui va fabriquer une sorte de méga machine faite de dizaines de milliers de navidroïdes pour essayer de calculer les prochaines émergences, pour essayer de les anticiper et de les détruire avant qu'elles détruisent elles-mêmes un monde. Voilà, donc ça c'est une des parties. Deuxième partie, on est autour de Loden Greenstorm avec son padawan Bel Zetifar, ainsi que deux autres Jedi, Porter Engle et Indira Stokes. Ça se passe sur la planète Elfrona, donc ils sont sur une espèce d'avant-poste Jedi, ils font leur petite vie. Bel, lui, essaye de s'entraîner en tant que padawan, notamment à essayer de ralentir sa chute, et plusieurs fois dans le roman, il s'essaye à ralentir sa chute avec la force, c'est les longues chutes, tu tombes, et puis tu t'arrêtes avec la force, et il n'y arrive pas à chaque fois. C'est un peu son petit problème. À chaque fois, il faut que ce soit un autre Jedi qui lui vienne en aide et qui l'arrête. Et sauf qu'on va suivre en fait la petite histoire d'une famille d'humains, d'habitants de cette planète, qui vont être victimes d'un raid des Nihil qui veulent les capturer pour une rançon. Les Jedi vont capter un message de détresse et vont du coup essayer de venir les secourir. Donc on a ce petit affrontement entre les Jedi, les Nihil qui essayent de fuir avec leurs otages. Donc il y a les sauvetages d'otages au fur et à mesure, etc. Et ça finit que on a finalement le maître de Bel, Loden Greenstorm, donc le Twi'lek, qui se fait capturer par les Nihil. Et on va passer par la troisième partie. Alors je pense d'ailleurs que la capture de Loden de Greenstorm entre dans cette troisième partie, à la fin de cette trame. Cette troisième partie donc, est beaucoup plus dynamique, notamment parce qu'on retrouve une bataille, une énorme bataille entre la République et les forces Nihil, une des tempêtes des Nihil, une des trois tempêtes, celle de Kassav. Et c'est là qu'on se rend compte de toute la stratégie, j'ai envie de ça, la stratégie malveillante, la stratégie sans honneur, la stratégie sans foi ni loi des Nihil, qui vont pas hésiter à utiliser des gaz, à remplir les capsules de sauvetage d'explosifs, comptant sur la bonté de la République pour aller capturer les capsules de sauvetage pour sauver des gens, et finalement, une fois à bord, boum, ça fait exploser les vaisseaux. Ou encore, et c'est là qu'on a une utilisation des sentiers, donc Mark Canro qui contacte Kassav, qui dit « Je vais te donner le pouvoir pour gagner cette bataille », et il envoie sur les systèmes de navigation de tous les vaisseaux des coordonnées de sentiers, et qui va leur permettre de faire des micro-sauts hyperspatiaux, chose impossible par des voies hyperspatiales normales, des micro-sauts parfois juste de quelques kilomètres, ce qui font que les vaisseaux vont pas arrêter de sautiller dans tous les sens, ce qui les rend déjà très difficile à toucher, mais surtout de leur permettre quasiment de rentrer comme des béliers dans les vaisseaux de la République. Passent en hyperespace, bam, ils apparaissent dedans et leur foncent dessus. Alors, je sais que théoriquement on dit que dans Star Wars il n'y a pas vraiment de règles de la guerre, etc. Mais je crois que si. Je ne me souviens plus du tout dans quel livre c'est. C'était dans un livre légende, ça je le sais. Mais il y avait une notion de règles de guerre dans Star Wars qui touchait à l'hyperespace.
à l'hyperespace, en tout cas à une notion, c'est qu'un bâtiment ne doit pas être utilisé comme navire bélier, c'est-à-dire utiliser un vaisseau pour entrer dans un autre est considéré comme étant contre les codes de la guerre. C'est du coup en ça que je pense on peut faire le lien justement avec l'épisode 8, le fameux strike hyperspatial à la Holdo, où elle oriente son croiseur et elle passe en mode accélération d'hyperespace pour aller percuter le suprématie. C'est pour ça que les officiers du premier ordre, ils n'en croient pas leurs yeux, parce que c'est une manœuvre interdite en quelque sorte, c'est tacitement reconnu que c'est interdit de pratiquer ce genre de manœuvre. C'est pour ça que c'était assez surprenant de la pratiquer, c'est pour ça que c'est jamais pratiqué dans les autres films, les autres romans. On a souvent critiqué cette manœuvre. Ah, mais s'ils pouvaient faire ça, pourquoi ils l'ont jamais fait avant? Parce que c'est pas autorisé. Et là, les Nihil le font à outrance. Ils n'arrêtent pas de faire foncer les vaisseaux les uns dans les autres, c'est une horreur. Et la République est complètement désemparée face à cette stratégie imprévisible en fait. C'était pas bon prévu pour ça. Même les Jedi eux-mêmes vont en souffrir fortement dans leur petite nuée de vecteurs qui bougent. Quand un vaisseau se met à pop en plein milieu de la nuée, t'as plein de Jedi du coup qui meurent d'un coup, dont une grand maître, Jora Malli, qui meurt comme ça. Jora Malli qui devait être la leader du flambeau stellaire, et finalement qui en meurt. Donc voilà, et finalement, ces sentiers, Mark Yanro, il avait un plan, et il envoie toute cette tempête, toute sa tempête, à la destruction, il les envoie au suicide. Et même Kassav, il le sacrifie, il voulait en fait s'en débarrasser. Et c'est là qu'on découvre en fait le plan machiavélique de Mark Yanro, et qu'on comprend que loin d'être le petit pantin fantoche comme il le laissait croire plus ou moins tout le long du roman, à se dire qu'il subit un peu les ordres des maîtres tempêtes, qui survit uniquement parce qu'il peut leur fournir les sentiers, et sans quoi il serait tué immédiatement. Finalement, il avait un plan prévu depuis belle lurette, déjà pour se débarrasser de Kassav. On apprend qu'il voulait capturer un Jedi, ce qui réussit avec l'Oden Greatstorm, où il se retrouve face à lui à la fin, où il le torture par la souffrance des autres prisonniers présents à côté. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut en faire, mais il avait besoin d'un Jedi. Et on apprend que c'est Mark Yanro, l'instigateur de la grande catastrophe, là où pendant tout le roman, il laisse croire aux autres que c'est un pur hasard, et il essaye même de faire dire aux autres qu'il vaut mieux se laisser un petit peu en retrait pour se faire oublier, et pas qu'on se fasse associer avec cette grande catastrophe, mais c'est bien lui qui a envoyé un vaisseau par un sentier à travers le chemin du Legacy Run et qui a tout provoqué. Ça laisse du coup envisager plein de théories pour la suite, sachant que Mark Yanro sort à la fin aussi une espèce d'artefact bizarre qui pue le côté obscur, le machin il est gravé de runes, il a une aura mauve, malsaine, tu sens l'artefact Sith ancien qui pue quoi, mais on sait pas ce que c'est. Alors, est-ce qu'il va plus tard y avoir un lien quelconque avec les Sith à cause de cet artefact? Peut-être qu'il y a un esprit Sith à l'intérieur, où il va y avoir une influence Sith sur Mark Yanro. Peut-être qu'on verra les Sith entre eux, qui pour l'instant sont seulement mentionnés, limite comme des légendes, mais à aucun moment on entend parler des Sith, sinon ils sont très... La galaxie elle est lumineuse, elle est loin d'être obscure, les Sith sont oubliés quoi. Comment donc les Nihil vont continuer à semer le désordre dans la galaxie, donc peut-être qu'il va continuer à saboter comme ça des voyages hyperspatiaux pour continuer à provoquer encore de nouvelles émergences, des nouveaux débris spatiaux. Il va continuer peut-être sa conquête de la galaxie, on ne sait pas. Et surtout, à la fin du roman, on a Elsa Arman qui a une vision de quelque chose, une vision de la Force, quelque chose de très obscur, de très noir, qui envahit la galaxie, qui fait peur aux Jedi. Il voit les Jedi qui fuient devant cette obscurité. Et ça, du coup, on attend vraiment qu'est-ce que ça peut être, cette obscurité. Il est possible qu'il y ait un lien avec En pleine ténèbres. C'est pour ça que, du coup, je vais enchaîner du coup, sur En pleine ténèbres.
Histoire de celle-ci, pour aller très vite, donc on avait notre petit groupe de 4 Jedi qui devaient en gros rejoindre le flambeau stellaire. Sauf qu'il y a la grande catastrophe, ils sont sortis de l'hyperespace au milieu de nulle part, mais pas tout à fait au milieu de nulle part, ils sont à proximité d'une vieille station abandonnée, une station Amaxine, du nom de la race des Amaxines qui les a fabriqués. Et donc ils sont avec plusieurs vaisseaux réfugiés qui se retrouvent perdus à cet endroit-là. Et ils vont tous aller se réfugier sur cette station où on découvre qu'au cœur c'est une espèce de biosphère. Il y a une sphère avec beaucoup de plantes, une sorte de jungle. Et les Jedi ressentent une très très forte obscurité dans ces lieux. Ils ont des visions comme des avertissements, ils ne savent pas trop d'où ça vient, et ils voient des statues, des grandes idoles. Et pour eux, la force obscure émane de ces idoles, qu'il y a peut-être une obscurité enfermée dans ces idoles, donc ils pratiquent un rituel pour enfermer les statues dans une bulle de force en quelque sorte, et pouvoir les ramener après sur Coruscant. En tout cas, ils sont perdus là pendant un petit moment, hein, tout le temps de la catastrophe, pendant que les voies hyperspatiales sont fermées, ils restent bloqués là. On a une trame autour des pilotes, donc notamment Afi, qui découvre quelques glyphes de contrebandiers à bord de la station, laissant penser peut-être qu'il y a des contrebandiers, des pilotes de la guilde de Bine, je sais pas comment on dit, donc de sa guilde à elle, qui passent par cette station. On a notamment aussi la disparition d'un des Jedi, de Dez, qui se fait, on pense, désintégrer dans un des tunnels à cause d'une sorte d'appareil énergétique, on appelle ça une spire, je sais plus trop quoi, un truc qui déploie une énorme quantité d'énergie, et il le laisse présumer pour mort du coup. Quand les voies réouvrent, tout ce petit monde, chacun repart à ses occupations, et eux repartent sur Coruscant pour faire leur rapport. Ils découvrent que finalement les idoles, les Jedi font un rituel du coup pour enfermer l'obscurité dans les sous-sols du temple Jedi, où il y a un puits d'obscurité, hein. Il est fondé sur un ancien temple Sith, le temple Jedi, et ils découvrent qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'obscurité dans les statues, et ils se rendent compte qu'ils se sont plantés en beauté, que l'obscurité était dans la station quelque part. Mais où? Donc, ils décident d'y retourner sans l'accord du conseil. De son côté, Afi a envie de retourner sur la station également pour régler ce problème de glyphes de contrebandiers, et elle a vu qu'il y a des travailleurs, comment ils appellent ça? C'est des contrats de... en gros c'est quasiment des contrats d'esclavage, sans être tout à fait de l'esclavage, mais c'est en gros quand quelqu'un a tellement de dettes qu'il doit servir X années quasiment en tant qu'esclave, en fait, obligé d'être un travailleur. Et sa guilde emploie des travailleurs comme ça, ce qui la révolte, et elle veut essayer de résoudre cette affaire en comprenant ce qui se passe sur cette station, enfin bref. Donc les Jedi et ce petit groupe de pilotes de ce vaisseau, qui s'appelle le vaisseau, retournent sur la station. D'ailleurs le Padawan, Reis, lui il va aussi pour essayer de comprendre comment a pu disparaître Dez. Il retourne au même endroit, et il se retrouve qu'en fait, ce couloir où Dez a disparu, c'est un lieu de transport, c'est des capsules de transport, et lui-même se fait catapulter sur une autre planète. Donc c'est comme si en fait la station était un immense canon hyperspatial avec des tas de petits modules, et il part dans un de ces modules, il se retrouve sur une planète. Et sur la planète, il se retrouve face aux Drengir. Alors là c'est intéressant, les Drengir sont des créatures, des végétaux, et fortement, très fortement liés au côté obscur. Les gars ils sont très mauvais. Hein. Et donc, Rey se retrouve Dez sur cette planète, ils arrivent à s'enfuir, je vous passe les détails, et sur la station, les autres Jedi découvrent qu'en fait, une bonne partie de la jungle, c'était des Drengir endormis grâce à la présence des idoles. C'était les idoles qui étaient des protecteurs et qui avaient enfermé l'obscurité qui était
les Drengir. C'était eux la force obscure. Et ils se retrouvent face à ces Drengir qui sont des colosses extrêmement durs à combattre, parce que même avec un coup de sabre laser, le machin il se ressoude, il se refabrique, donc c'est très dur à tuer. Et comble du comble, évidemment, c'est pas comme s'ils arrivaient là tranquillou, mais il y a les Nihil qui sont sur place, il y a toute une flotte Nihil. Donc du coup, ils doivent aussi composer avec les Nihil qui vont rentrer dans la station, baston, etc. Je vous passe le gros de l'histoire. Ça se termine que finalement, Reiss va ouvrir un sas donnant sur l'espace, donc toute la station va se vider de son air entraînant des Nihil et des Drengir dehors. C'est réglé. Afi, elle terminera son arc narratif, elle aussi, à la fin du roman, en faisant emprisonner finalement la chef de la guilde de Pain. Et Dez, du coup, il sera secouru, il sera ramené sur Coruscant. Et malgré le fait que, du coup, ils auront un peu contredit aux ordres du conseil, ils ne seront pas trop punis parce qu'ils ont quand même apporté une grande chose, le fait que la station, ils aient vidé aussi, oui, ça c'est important, il a vidé tous les modules hyperspatiaux pour que personne l'utilise. Parce que ce soit aux mains des Drengir ou des Nihil, cette station elle aurait été extrêmement dangereuse. Donc plutôt que de la détruire, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la détruire, parce qu'elle était très grosse, et il a vidé toutes les capsules, comme ça il sait que de toute façon la station, elle ne sert plus à rien. Voilà. Et on arrive du coup à la fin du roman. Que deviennent les personnages? Donc on a Reiss Silas qui avait perdu son maître, donc qui a été Jorah Mali, qui est morte de la lumière du Jedi, et il l'apprend du coup également au cours du roman. Il va du coup devenir l'apprenti de... comment il s'appelle? Comac Vitus. On a Orla Jarani qui, lui, elle, son objectif c'était de partir en tant que Jedi itinérante, donc c'est effectivement ce qu'elle va faire en s'achetant un vaisseau. Et enfin on a Dez Ridan qui prend son histoire comme un échec, le fait ce qu'il a subi auprès des Drengir, etc. et qui va faire vœu de Barash, et qui va donc partir s'isoler sur un des mondes observatoires qu'on appelle ça, pour rester dans sa solitude et puis méditer. Voilà, donc le livre, oui, il est pas extraordinaire. Il ouvre quelques portes, donc là où je dis qu'il en trouve quelques portes, c'est notamment avec ces Drengir. Est-ce qu'on reverra ces Drengir, même si ceux de leur monde natal, apparemment, ils n'ont pas de moyens d'en sortir. Ceux sur la station ont été expulsés dans l'espace. Alors, c'est dommage parce qu'ils représentent une formidable menace. Ça aurait été très intéressant qu'ils trouvent un moyen de pouvoir se répandre dans la galaxie et serait un gros adversaire pour les Jedi, mais à l'heure actuelle, je vois pas comment ils feraient. Donc voilà, porte entrouverte, mais pas sûr qu'il y ait une suite. On a éventuellement donc une suite vis-à-vis des personnages, peut-être qu'on reverra Comac et Reiss dans de nouvelles aventures plus tard. On a peut-être vis-à-vis de Nan qui était un des personnages rencontrés au tout début parmi les réfugiés, qui était a priori très sympathique. C'est une jeune fille qui se lie un petit peu d'amitié, même on pourrait dire avec Reiss, et qui s'avère en fait être une Nihil. C'était une Nihil qui cachait son rôle au début, et qui finalement le cache plus du tout dans la dernière partie du livre, et elle survit. Elle par contre fait partie des quelques Nihil survivants, et à la fin, son dernier chapitre, c'est qu'elle se retrouve face à Mark Enro, et qu'il pense qu'à la vengeance envers les Jedi, etc. Donc clairement, les Nihil veulent s'en prendre aux Jedi. Alors c'est là aussi qu'il faut penser, peut-être, niveau théorie, par rapport au flambeau stellaire. Donc il y en a un qui est construit, il y en avait d'autres qui sont prévus. Pourtant, on n'en entend plus parler par la suite, à l'époque de la prélogie, etc. On n'a jamais entendu parler de ces flambeaux stellaires, qui sont de formidables idées, voilà. Mais si on n'entend plus parler, à mon avis, c'est qu'ils vont se faire détruire. Et je pense que d'ici la fin de la période de la Haute République, ils vont tous se faire détruire, peut-être par les Nihil, peut-être par d'autres forces obscures, j'en sais rien, mais il va y avoir quelque chose de cataclysmique, ils vont être détruits, et ça va arrêter net le projet, et il n'y aura pas d'autres flambeaux. Je pense que c'est ce qui va arriver, c'est le plus probable à mon avis. Après, de quelle manière, reste à voir.
Autre point, un petit parallèle, une petite théorie importante aussi que je porte, c'est peut-être faire un lien avec la série The Acolyte. The Acolyte qui est censé se dérouler à la toute fin de la période de la Haute République. Et je verrais bien personnellement l'histoire de Dark Plagueis dedans, mais Dark Plagueis encore justement sous forme d'acolyte. Donc il serait là au milieu d'autres acolytes, donc avant d'être un vrai apprenti, t'es un acolyte, et ton but c'est de faire tes preuves, une sorte de lutte intestine entre plusieurs acolytes, dont le futur Dark Plagueis, auprès de leur futur maître, qui serait Dark Tenebrous, si on se fie au roman Dark Plagueis, hein, qui est légende, mais il y a beaucoup de choses intéressantes dedans, c'est un excellent roman. Ce serait crédible, parce que Dark Plagueis est un Mun, donc c'est la race du clan bancaire dans l'épisode 2, celui avec la longue tête qui fait le clan bancaire accepte de se joindre aux séparatistes. C'est un Mun, et on sait que, donc de son vrai nom Ego Damask, il a plus de 200 ans. Donc ça colle impec, il peut être un jeune Mun, un adolescent, enfin l'époque où il est acolyte, je sais pas. Le seul truc qui me dérangerait un peu, c'est que avoir un personnage principal, un Mun, physiquement c'est pas hyper top, et en même temps s'ils prennent un humain, ça ne colle plus, parce qu'un humain peut pas vivre 200 ans. Donc à voir, je sais pas. Mais je verrais bien en tout cas cette théorie, j'aime beaucoup cette théorie. Je vais passer très brièvement sur le comics, parce que c'est que 2 issues, on a vraiment qu'un tout début d'histoire. On porte donc autour de Kev Trennis, qui est une padawan qui devient dès le début, suite à une petite épreuve, elle passe chevalier Jedi. Et on voit Skir, qui est le Jedi Trandoshan, qu'on voit également dans la lumière des Jedi, qui a subi vraiment un gros traumatisme suite à la bataille de Kur, donc la bataille contre les Nihil, on a dans le roman, où il perd un bras et où il perd notamment Jora Mali, avec qui il était très proche, hein, c'était une proche amie. Et on sent qu'il est vraiment traumatisé, qu'il a profondément de la colère en lui au fond. On sent qu'il flirte avec le côté obscur quand même, il est pas... Là dans le comics, il dérive un peu, hein, On a un début d'enquête, donc en fait ils vont porter secours à un vaisseau qui s'est fait détruire par les Nihil. Ils rentrent à bord de l'épave, ils se rendent compte que c'était un vaisseau Hutt, avec un cadavre d'un Hutt, qui transportait apparemment des céréales, de l'orge, je sais plus trop quoi, donc en provenance de la planète Cédri, et cette orge un peu spéciale rentre dans la composition du Bacta. Alors ça c'est très important, j'ai trouvé ça très intéressant, ça, le Bacta, donc vous savez le liquide qui sert à soigner dans Star Wars, apparaît à peine à cette époque de la Nouvelle République, il vient tout juste d'être inventé, c'est quelque chose de tout nouveau et de révolutionnaire pour la médecine, et je vois très bien aussi en théorie, hein, quelque chose autour d'une guerre du Bacta, quelque chose qui va se développer autour de ça, autour de ses ressources pour le fabriquer, autour du Bacta en lui-même, des différentes factions qui vont peut-être essayer de se l'approprier, peut-être les Nihil eux-mêmes qui vont essayer de barrer la route à la création de ce Bacta. Enfin bref, pour avoir décidé de poser la création du Bacta à la Haute République, je pense que ça va avoir une importance pour la suite. Ouais. Ça peut apporter des trames très intéressantes. J'attends beaucoup là-dessus aussi. Allez, maintenant je vais aller vite fait donner mon avis sur cette période en général. Vous doutez de ce que j'en ai dit, globalement j'ai beaucoup apprécié et j'en attends beaucoup, savoir en fait que déjà c'est pas un projet qui sort de nulle part, c'est vraiment un projet qui a été longuement réfléchi pendant des années, donc ce qu'ils ont appelé en fait secrètement le projet Luminous, donc qui regroupait 5 auteurs, donc on a Charles Soule, qui est donc auteur notamment de nombreuses comics Star Wars, et c'est lui du coup qui a écrit le premier volume de la Lumière des Jedi, donc qui pose vraiment les bases de cette galaxie. On ressent vraiment, il a vraiment très bien écrit, on ressent ce côté positif, ce côté lumineux de cette galaxie. C'est vraiment lui qui le porte, plus que tous les autres auteurs que j'ai lus jusqu'à présent. On a Claudia Gray,
donc auteur très connu, je l'ai dit, par rapport à d'autres romans Star Wars, qui a écrit donc du coup En pleine ténèbres. On a également Justina Ireland, Daniel José Holder et Cavan Scott, qui a écrit le comics et qui a écrit The Rising Storm, qui est le second volume qui va faire suite à La Lumière des Jedi. Donc c'est ça l'auteur, en fait. Faut vous dire que pendant des années, ils ont réfléchi, ils ont fait des brainstorming entre eux, ils ont dû écrire toute l'histoire, toutes les trames. Donc je pense que tout est parfaitement déjà bien construit sur la durée. Et ça c'est formidable, parce que c'est peut-être une des rares fois où on a toute une période d'un bloc qui est écrite et construite de manière cohérente. Et ça c'est exceptionnel. Rien à voir par exemple avec la postlogie, je veux dire. Lucas, lui, il avait écrit sa trilogie originale un petit peu, il avait toutes ses idées de base, mais les films en soi ont un peu été changés au fur et à mesure. Sa prélogie, il l'avait déjà construite entière, il savait où elle allait, et ça se ressent. La prélogie est extrêmement bien construite. Épisode 1, 2, 3, on voit le cheminement qui est parfaitement bien conçu, entre la chute des Jedi et de Skywalker, et l'ascension de Palpatine au fur et à mesure, et la création de l'Empire, c'est extrêmement bien conçu. La postlogie, en revanche, je suis désolé, je suis peut-être pas le pire détracteur de la postlogie, loin de ça, je suis pas là non plus à cracher gratuitement dessus, mais il faut avouer, et c'est un fait, les réalisateurs ont écrit leur propre histoire comme ils voulaient à chaque film, ce qui fait qu'on a 3 films découpés où ils sont un peu raccrochés aux branches à chaque fois comme ils pouvaient. Ça se sent qu'il n'y a aucune construction globale. Et c'est ça qui me gêne. C'est pour ça que cette trilogie, c'est loin d'être ma préférée, enfin, c'est celle que j'aime le moins tout simplement, dans sa structure globale. Après, individuellement, les films, je les apprécie. Je dirais même très vite, hein, l'épisode 8, c'est un de mes Star Wars préférés. Voilà, je ne dirai pas plus, je ferme la parenthèse là-dessus. Mais là, pour la première fois, avec la Haute République, on a quelque chose, a priori, je ne sais pas jusqu'où ils ont été dans la réflexion, mais s'ils ont réfléchi plusieurs années, ils doivent avoir une trame globale déjà complètement écrite. Ils savent où ils vont. J'ai failli dire un gros spoil. Enfin, ils savent où ils vont avec les Jedi, les antagonistes, etc. Je pense que tout est déjà écrit, au moins dans les grandes lignes. Ils ont un synopsis global, autant pour les comics que pour les romans, et c'est pour ça que j'en attends beaucoup. Après, rien n'empêche d'écrire des one-shots dans cet univers, maintenant qu'ils ont écrit les bases, ils ont leur trame, le synopsis global de la Haute République. Après, tu peux greffer des histoires dessus, un peu comme En pleine ténèbres, techniquement. Pour moi, c'est une branche annexe, peut-être va se rattracher plus tard, je sais pas, mais pas indispensable pour nous. Voilà, donc j'en attends énormément, et je crois beaucoup en cette période. Donc si je dois donner une note, je vais peut-être pas être non plus dithyrambique à mort, je sais que La Lumière des Jedi est excellent, et si vous devez commencer cette période, commencez absolument par celui-là, il est indispensable à lire, et je pense avant tous les autres, parce que tous les autres vont emprunter un petit peu ou spoil un petit peu des éléments qu'il y a dans La Lumière des Jedi, c'est pour ça que pour moi, il faut le lire en premier. Mais je vais donner une note globale de 4. Très prometteur, j'adore. Ça dit pas que peut-être plus tard il y aura des ratés et des mauvaises notes, j'en sais rien, mais globalement, je mets un 4, car c'est très 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 bon pour moi, et je kiffe cette période, je suis en plein dedans, j'adore. Allez, je vais arrêter là, j'ai suffisamment parlé, c'était suffisamment long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Et une dernière chose, nous sommes tous la République.